Je vais à présent appeler sur scène Frédéric Bélier de Radium One, Antoine Lévesque de Pierre et Vacances et Fabien Scollan, leboncoin.fr. Alors, on a déjà eu pas mal d'échanges ce matin sur justement les enjeux de l'achat média. Et je vais rebondir sur la conclusion de Michel pour ouvrir ce panel qui disait on est passé de l'achat média à de l'achat d'audience pour aujourd'hui aller sur de l'achat de consommateurs avec des logiques de plus en plus héroïstes et de performance. Et justement, on est sur ce panel, donc les nouveaux indicateurs du ROI. Et on va rentrer directement dans les échanges avec toi, Frédéric. Tu vas nous faire l'honneur de lancer le sujet. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de repenser cette mesure et quels sont, selon toi, ces nouveaux indicateurs ? Je pense que les premiers panels nous ont montré qu'il y a des mots-clés, révolution, changement, enfin, etc., etc. Ce qui fait qu'il faut revoir un petit peu la manière de faire les choses. On est clairement dans une logique où il y a à la fois un mix de média planning et d'audience planning. C'est-à-dire que j'ai écouté dans la salle des personnes qui commentaient tout bas et qui disaient en gros on parle de cible et d'audience. Une marque veut toucher une cible et une audience. Or, comme on a une fragmentation de la consommation média, on a des utilisateurs qui sont sur plusieurs écrans dans leur parcours quotidien, ce qui impose qu'on ne peut pas avoir une vision en silo, on ne peut pas avoir une vision de dire je fais quelque chose dans le mobile d'un côté, après je fais quelque chose dans le retargeting, après je fais quelque chose dans le branding. On a un tunnel de conversion pour une marque qui cherche à toucher sa cible, ses consommateurs, ses prospects, et qu'elle les touche de manière variée entre ce qu'elle va faire, on va appeler en branding, en choses un peu uniques, et puis de l'autre côté, ce qu'elle va faire en bas de tunnel de conversion, et qu'en fait, tout ça, ça crée des points de contact multiples, et que cette fragmentation média impose d'avoir une vision unifiée du parcours du consommateur. Ce qui impose, jusqu'à présent, on va dire, on a traité un peu le digital depuis 10 ans, la faute aux experts du digital aussi, un petit peu comme une innovation, etc. Or, aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vision unifiée du consommateur. Et jusqu'à présent, on va dire, les outils, on a compris qu'il y avait aussi une transformation au niveau des humains, c'est-à-dire qu'il a fallu s'adapter petit à petit. On parle de changement des hommes, on a des nouveaux métiers qui s'inventent, de compréhension, des langages, etc. De mettre tout le monde à peu près au niveau. Certains ont été plus rapides que d'autres, etc. Et dans cette logique-là, on s'est aperçu qu'en fait, les outils pour mesurer ce ROI, cette mesure du succès, étaient souvent soit de la mesure en silo, soit pas très experts. Souvent, je vais rentrer un peu dans les détails, mais parfois on entend des annonceurs qui disent je mesure l'efficacité de mes campagnes marketing avec des outils site-centriques. C'est une aberration. Aujourd'hui, on parle d'outils ad-centriques. Donc, on va dire déjà il y a une notion de passer d'outils assez rudimentaires à des outils qui existent aujourd'hui, qui sont plus sophistiqués. Je suis souvent étonné dans notre secteur de discuter avec des marques qui en fait finalement vous expliquent qu'elles n'ont pas vraiment trop d'outils, quoi. Elles sont un peu aveugles. Et ce qui est bien, c'est qu'elles en font le constat, c'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Or, je pense que justement, aujourd'hui, l'état de l'art permet d'avoir des outils beaucoup plus sophistiqués pour mesurer tous les points de contact et de pouvoir toutes les actions qui vont aller du search, du pay, du own, du earn, pour pouvoir justement avoir une vision unifiée des points de contact et de pouvoir mesurer la contribution et d'avoir donc une vision du succès qui soit pour chaque levier contributive. On parle de plus en plus d'attribution par levier individualisé. Voilà. Alors justement, en parlant de levier, je vais rebondir sur Fabien, puisque toi, à leboncoin.fr, vous avez une particularité, c'est que vous arrivez juste derrière Google en nombre de requêtes par les utilisateurs. Et du coup, je voulais savoir sur quel levier vous vous appuyez pour accompagner justement les annonceurs dans cette logique de transformation et d'engagement. Oui, alors tout d'abord, par le nombre de requêtes, c'est plus simplement parce que le moteur de recherche du Boncoin est très simple.
et donc très basique. Et donc il demande de taper beaucoup de requêtes pour trouver ses produits, mais ce qui fait aussi la richesse du Bon Coin. Pour répondre plus directement à ta question, en fait c'est dans notre ADN. Le Bon Coin n'est pas un média classique, c'est une plateforme technologique de mise en relation entre un acheteur et un vendeur. Son ADN se compose par une puissance, puisque le Bon Coin a la chance d'avoir ce succès auprès des Français. Donc on dispose de 20 millions de visiteurs uniques web plus mobile, 27 milliards d'impressions sur un seul et même site. Donc ça, en termes de brand safety, c'est aussi rassurant pour nos annonceurs et nos agences. Et enfin, cette puissance est liée à une valeur clé unique, qui est l'intention d'achat. Et ça, d'une part, ça nous apporte une pérennité au niveau digital, parce que l'intérêt et le but de toute société qui a vocation à monétiser dans le digital, c'est de devenir un réflexe de consommation, surtout dans le programmatique, où on se tourne vers un phénomène boursier qui va être sur comment bien valoriser mes actifs pour être sûr de devenir un réflexe de consommation. Donc, et sachant qu'aujourd'hui, une grande partie des achats médias sont dédiés directement ou indirectement à la conversion, le ROI, quelles que soient les étapes stratégiques de la vie de la marque dans laquelle vous vous trouvez, il y a toujours en fil rouge cette notion finale qui est une vision universelle d'une gestion d'une entreprise qui est la vente. Donc, le Bon Coin là-dessus reste idéal parce que nous, on a cette intention d'achat et qui se retrouve dans plus de 50 catégories où on peut croiser pas mal de critères sous-jacents, de requêtes. Voilà pourquoi, en fait, notre objectif là-dedans, c'est d'adresser la bonne personne au bon moment, avec le bon message, le bon device et le bon format. Et ça, quelles que soient les étapes stratégiques de la vie de la marque dans laquelle vous vous trouvez. Et évidemment en tenant compte de la conversion et du ROI. Alors justement, Antoine, sur cette logique de conversion, vous, dans le marché du tourisme et du loisir, l'élément déclencheur, c'est le prix. Oui, malheureusement, c'est le prix. Hein. Ça fait 10 ans que toute l'industrie du tourisme, d'abord, souffre de la crise. Et donc les gens partent moins en vacances, ils bookent au dernier moment, ils sont promophiles, ils attendent des prix. Du coup, on est totalement esclave de Google. On se réfugie sur des leviers de ce qu'on appelle de bas de funnel, qui sont très proches de la vente. Et c'est dommage parce qu'on ne vend pas un prix et 1 kilo de vacances, de destination. On vend une expérience. C'est dommage que le seul déclencheur, ce soit le prix. Et du reste, du coup, c'est devenu totalement insidieux. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à peu près il y a 1 an et demi chez Pierre et Vacances. Et le plan de communication chez Pierre et Vacances, qui est un énorme document Excel comme ça avec tous les leviers, il s'appelait le promo plan. Et au centre du promo plan, il y a le temps fort de l'été qui s'appelle la méga offre. Donc ça en dit long hein, sur l'approche dans laquelle on glisse. Mais à la limite, ça c'est de la sémantique, c'est quelque chose de très business-centric. Si je me resitue du point de vue du consommateur, je vais prendre un autre exemple. Notre problème, il est bien plus vaste. Il est que, par exemple, qui est-ce qui connaît Center Parcs ici ? Vous levez la main. Donc, tout le monde connaît Center Parcs. Bon, vous savez que c'est une bulle avec chauffée à 33 degrés avec des cottages en dessous. Vous savez ça. Qui c'est ça ? Levez la main. Bon, bah c'est faux. D'accord ? Donc là, il y a un problème de compréhension. Ensuite, après, qui dans la salle, là vous avez certainement préparé vos... alors j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi c'est faux, hein, je suis pas là pour vendre Center Parcs, mais qui dans la salle, quand vous avez préparé vos vacances, vous avez mis Center Parcs dans votre shopping list. Je dis pas que vous êtes booké chez Center Parcs, mais qui l'a mis dans sa shopping list ? C'est bien. C'est bien, mais ça en fait qu'un. Et donc, c'est le problème dont on souffre. C'est qu'on a 90% de notoriété, 25% de considération. Et pourquoi on n'a pas de considération ? Parce qu'on n'a pas travaillé notre produit. Alors même qu'on est en train de dépenser des millions d'euros pour renouveler notre produit, pour le développer, pour innover. On a vraiment des expériences à chez Center Parcs qui dépassent de très très loin la bulle à 33 degrés avec ses palmiers, vraiment de très très loin. Et du coup, ça, c'est regrettable parce qu'on est enfermé dans cette dynamique de génération de leads et de bas de funnel, alors même que la beauté de notre business, c'est qu'on vend 70% de ce qu'on vend, c'est on le vend en direct sur notre site web. Donc normalement, si on n'est pas trop mauvais, tout ce travail de considération, on doit pouvoir le mesurer. Et tout à l'heure, tu parlais de Le Bon Coin, c'est super, ça permet de détecter des intentionnistes. Mais tout notre problème, il est qu'on peut aller chercher des intentionnistes qui vont aller sur Le Bon Coin pour louer une baraque en PACA, d'accord ? Mais c'est des intentionnistes vacances.
Mais si je vais les voir, donc c'est quand même plutôt qualifié, c'est bien pour moi. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont absolument aucune envie d'aller chez Pierre et Vacances. D'accord ? Donc c'est bien qu'ils soient intentionnés de vacances, c'est déjà bien ciblé pour moi. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont à aucun moment pensé qu'ils pourraient venir chez Pierre et Vacances. Sauf si je fais une maxi promo avec le club enfant offert, 400 €, les déjeuners, etc. Et dans ces cas-là, je gagne plus d'argent. Alors justement, qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous mettez en place pour sortir de cette logique de prix comme déclencheur? Et comment est-ce que vous construisez les valeurs et que vous faites plutôt des campagnes de branding? On est coincé, on peut rien faire. Non, on se bat. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on essaie, donc, c'est de travailler ce produit et de le valoriser. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'imaginez, donc c'est une scène qui n'est pas vécue parce que je tiens pas à perdre mon travail, mais imaginez vous êtes en business review avec le Comex. Et puis on regarde les chiffres, on dit alors faisons un petit tour sur les chiffres de. Je dis pas que c'est mon expérience, je veux pas non plus. on regarde les chiffres. Alors le SIA, alors ROI. Pour chaque euro investi, 41,75 € de revenus. Mais c'est énorme, ça cartonne le search. C'est fou. Comment est-ce qu'on faut qu'on mette plus d'argent là-dessus? Donc vous partez d'un KPI, d'un truc qui est reconnu, que 1 € investi en search vous ramène 41 de revenus. Sauf que, comme je vous l'ai dit, nous on vend nous-mêmes nos produits et on sait bien que, et nos services, on sait bien que la durée de réflexion pour acheter, elle est de 40 jours. C'est énorme parce que on n'achète pas un séjour chez Pierre et Vacances et Center Parcs comme on achète une bouteille d'eau. Ça coûte environ 600-700 € en moyenne sur toute l'année. C'est un panier moyen. Donc on met 40 jours. Et pendant ces 40 jours, on peut déployer donc ce qu'on appelle des touchpoints ou des points de contact de façon un peu technique. On peut déployer ces touchpoints. Sauf que si on a déjà défini qu'on est dans un système de last click, d'accord, et que donc on attribue la vente qu'au dernier clic, le clic ou l'interaction ou le temps passé 35 jours avant l'acte d'achat, il n'est pas valorisé. Donc déjà, ça nécessite d'abord d'avoir une vision unifiée du client. Vous en parliez tous les deux à l'instant, mais ça, c'est déjà hyper compliqué parce que vous avez peut-être 5 donneurs d'ordre sur des budgets médias dans l'entreprise. L'affiliation, le marketing direct, le CRM, le branding, le social media. Donc ça, c'est des donneurs d'ordre différents. Puis il y a peut-être 20 personnes qui exécutent des campagnes. Donc déjà, ce truc-là qu'on considère comme un acquis, chez nous, ça nous a pris plus de 6 mois. D'avoir une vision unifiée du client où tout est propre, où on sait que ce client, il a acheté le 15 avril, mais que pendant les 40 jours précédents, il y a eu 10 points de contact et ils viennent de tel et tel différents canaux. Donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cette vision unifiée du client, il faut qu'on s'entende pour dire, ce client, il y a 35 jours, il a passé 45 secondes à comparer le Center Parcs de Beauhodin et le Center Parcs du Lac d'Elette. D'accord ? Il a passé 45 secondes sur YouTube. Mais ça a de la valeur. Mais il faut quand même aller voir toutes les parties prenantes dans l'entreprise et leur dire, vous êtes d'accord, ça a de la valeur quand même. Donc ils disent oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que 41 € de valeur sur le SIA. Ça veut dire quand même qu'il faut que tu divises ces 41 € de ROI peut-être même par 2. Ou au moins, pour le prendre différemment, de dire que ce point de contact qui a eu lieu à 35 jours, il vaut peut-être aller 20% de la vente. Mais c'est déjà énorme. Ça nécessite des changements colossaux parce que ne serait-ce que les gens qui sont incentivés sur les résultats, pour eux, il faut tout rediscuter. C'est-à-dire les méthodes d'incentive des équipes d'acquisition, comme on dit, il faut tout rediscuter, il faut tout reprendre à zéro. Et enfin, du coup, je ne sais pas si je peux continuer. Et enfin, l'autre sujet, c'est que nous, comme on est un e-commerçant, il faut qu'on ne fasse que des choses qu'on peut mesurer. Quand on fait donc ce qu'on appelle du branding, il faut qu'on fasse que des choses qu'on peut mesurer. Donc, nous, on n'est pas SFR, on n'est pas Renault. Quand on fait une campagne d'affichage, elle va durer 2 semaines et il n'y en aura pas avant 3 mois. Et donc, on voit rien sur le radar. C'est-à-dire qu'on est incapable de dire que c'est la campagne d'affichage qui a ramené. Donc, il faut qu'on opère un switch essentiellement digital ou des moyens qui nous permettent de mesurer l'impact que ça peut avoir sur le site en termes de trafic et de tomber d'accord sur ce modèle d'attribution. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails sur le type de modèle d'attribution, c'est un peu technique, mais donc les changements, ils sont autant de la méthodologie marketing que de psychologie, de mentalité aussi. Alors justement, Frédéric, je pense que tu vas vouloir rebondir sur Antoine. Et toi, tu parles de l'importance de réconcilier justement les logiques branding et les logiques plus marketing. Sur quoi pourquoi est-ce que c'est au cœur de ce changement? Et est-ce que tu peux un petit peu nous en parler et comment il s'opère? Ouais. Alors, ce que je trouve génial, c'est que la confession publique d'Antoine, je pense que dans la salle, s'il y a des annonceurs, ils doivent, pour certains, avoir envie faire le même aveu. Et bravo. J'ai pas tout raconté. Hein. Parce que c'est vrai que Pierre et Vacances, le clic droit, le clic gauche, tout ça, j'ai pas raconté. C'est un client que je connais depuis des dizaines d'années, enfin depuis
on va dire une bonne dizaine d'années. Et en effet, c'est bien d'arriver en 2015-2014 et d'avoir fait le constat à peu près en 2013 de dire finalement ça va pas. On a des modèles d'attribution hyper rudimentaires, on a des KPIs qui sont hyper rudimentaires et on a besoin de modifier cette approche. Le problème c'est que ça crée des changements, ça crée aussi de la réticence au changement, etc. En fait, c'est un terme qu'a inventé, qu'un client que l'on a lancé dans. C'était une réunion publique, enfin une réunion privée rassemblant toutes leurs équipes, que ce soit les équipes médias, les équipes digitales et les équipes spécialisées soit en branding, soit en performance. Et ils ont dit en gros, on a un sujet, c'est qu'on dépense plein d'argent là, et en fait, on a du mal à réconcilier les deux. Et ils ont dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est de la brandformance. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a besoin du branding, parce qu'on peut avoir des problèmes de notoriété, mais pas de considération. Et de l'autre côté, on sait qu'on a besoin aussi de faire du bas de tunnel de conversion, parce que les gens qui rentrent dans nos boutiques, offline ou online, sont amenés par exemple par le digital, et on a besoin que ça transforme, parce qu'in fine, c'est sur ça qu'on va noter. Donc, comment on réconcilie les deux? C'est le concept de la brandformance. C'est de faire travailler deux équipes qui, a priori, en plus, s'entendent pas. Souvent, j'ai l'impression qu'il y a des ayatollahs des deux côtés. C'est-à-dire que tout le monde a un peu raison, mais tout le monde voit midi à sa porte. Et il faut avoir une sacrée démarche construite de pas justement ou survaloriser l'un par rapport à l'autre, ou considérer que tout ce qui compte, c'est le panier moyen, parce qu'on arrive sinon dans une situation comme Pierre Vercamp vient de faire le constat, c'est-à-dire à un moment donné, si on fait que du bas de tunnel de conversion, on se trompe, parce qu'on a l'impression que on arrive dans ces situations-là. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est cette notion de brandformance, parce que ça permet justement de pouvoir se dire je vais donner un poids à chacun. Et il y a des outils, hein, je pourrais faire de la promotion de certaines sociétés, mais il y a des sociétés comme Lerian, comme Tag Commander, il y a aussi des sociétés comme Realytics, ou des sociétés qui justement aident les marques à pouvoir se dire je vais réconcilier mon branding et ma performance. Je vais pouvoir réconcilier aussi bien ma présence télé ou out of home, de mes actions mobiles, de mes actions digitales de retargeting, de mes actions digitales de branding, etc., etc., pour pouvoir justement avoir une vision où ensuite je vais pouvoir me toucher monitorer pour donner un poids à chacun. Parce que sinon, je me retrouve en tant que marque à être soit Criteo, soit Google dépendant. C'est ce que vient d'expliquer. Je pense que le témoignage est parfait. Et c'est une mauvaise vision du business. Et cette réconciliation, toi, chez les marques, tu la vois, elle est en cours, tu la vois alors plutôt je moyen vois terme, des marques, tu vois... Oui, je vois des marques et des agences, parce que c'est souvent un travail qui demande... Je pense que le job le plus dur en ce moment, c'est CMO. Quand je dis CMO, c'est toutes les personnes qui sont dans les équipes marketing. J'ai entendu à l'EBG une fois, la durée de vie d'un CMO, c'est 18 mois. Parce que c'est devenu en fait une dimension financière, technologique, à la frontière entre la DSI et la finance, etc., etc. Et on voit un certain nombre de CMO, d'équipes marketing beaucoup plus avancées, qui échouent, qui réussissent pas forcément au début, mais en tout cas qui ont une très bonne intention. C'est généralement forcément mené par des leaders qui sont un peu visionnaires, un peu disruptifs, mais déjà de pouvoir se dire finalement, pouf pouf, je recommence. Qu'est-ce que j'ai comme outil, et j'essaye un peu d'ouvrir les chakras, et on fait des ateliers de partage beaucoup avec les annonceurs, justement pour pouvoir partager ces sujets-là, et vous avez un certain nombre d'annonceurs qui sont... tout le monde a fait ce constat-là. Après, il y a ceux qui sont peut-être plus avancés que d'autres. Dans le secteur des telcos, il y a quelques acteurs qui sont très, très, très bons. Dans le secteur du tourisme, du fait de la crise pousse à une remise en question. Enfin, la crise, c'est une opportunité de se remettre en question. C'est pas toujours facile, parce qu'au-dessus du CMO, il y a souvent peut-être des logiques qui rendent pas la vie facile d'un CMO, mais on a des business cases dans pas mal de secteurs où on voit les annonceurs qui se disent OK, que ce soit même dans les secteurs comme le FMCG, qui a toujours été, surtout en France, très TV-centrique. Je prends Mondelez qui déclare que 50% de son budget va devenir digital au niveau global, et que probablement dans ce budget digital, 50% sera programmatique. C'est une intention dans les 2 dernières années. Donc ça montre même que les grands groupes sont en train de se poser des questions. Il y en a qui sont très avancés. Je ne peux pas les citer ici. Alors justement, je crois que tu as 2 cas qu'on peut présenter, si vous pouvez les lancer. Alors,
Ouais, là j'ai deux cas en fait pour dire en fait finalement je trouve que dans cette matinée il y a deux éléphants dans la salle. Un, il y a la relation agence-annonceur. Deux, il y a la relation entre média planning et audience planning. Ce que je voulais montrer ici, c'est que là on n'est pas du tout dans une logique média planning, mais d'une entreprise. Je peux pas la citer parce que l'agence va faire l'agence et la marque veulent faire un CP, donc on peut pas citer la marque, mais en gros c'est une chaîne de restauration rapide. Non mais rigolez pas, vous pensez tous à McDo, c'est pas McDo. Donc c'est une logique de branding, mais en offline liée à la géolocalisation des points de vente. C'est de se dire, je veux impacter sur mon réseau physique, je veux faire du digital, je veux même faire du mobile. Alors pour eux, c'est peut-être l'année du mobile, j'en sais rien. Mais en gros, je mappe tous les points de contact, tous mes stores, et je cherche à toucher des gens avec une audience, donc une cible, qui est dans un périmètre très clair de 150 mètres de mes points de vente qui sont éclatés sur, là, ici, l'Île-de-France, Paris, mais en fait, c'est sur toute la France. Et typiquement, on est dans une logique d'audience planning, c'est-à-dire que ce qu'on cherche à toucher, c'est des gens qui sont dans un périmètre, qu'ils soient en train de consommer leur smartphone, que ce soit en train de lire L'équipe ou jouer à Candy Crush, ça a peu d'importance. Je veux être sûr qu'ils soient dans cette fence, qu'on appelle une fence, cette zone, et je veux pouvoir leur communiquer une offre qui va les inciter à marquer le coup sur le fait qu'ils sont dans cette logique-là. Pour autant, de pouvoir essayer de démontrer à mon réseau physique, donc à ma direction commerciale de réseau, que je fais des choses sur le digital, mais qui ont du sens pour les KPIs de business. Mais aussi pour renforcer ma considération, etc., etc. Donc on avait deux cibles qui étaient, la cible juste des personnes qui étaient dans pour chaque point de vente dans cette zone, et ensuite un autre segment d'audience qui était ceux qui avaient l'application de la marque. Donc en utilisant nos technos, ils ont la possibilité de couvrir ces deux cibles-là. Et typiquement, leur brief, c'était on veut faire une campagne de branding, mais dans le monde réel. Parce que du fait de la fragmentation de la consommation média, on veut faire du branding et avoir un impact sur une notion de performance par rapport à nos points de vente. Pour moi, je trouve que c'est le sens de l'histoire. Une marque cherche à toucher une cible selon certains critères, que ce soit des hommes, des femmes, c'est pas le sujet. Le contexte n'est pas vraiment le sujet, c'est d'essayer de voir si je peux toucher une cible et avoir un impact directement en point de vente. Typiquement, c'est une logique de brandformance. On passe la suite. Pardon, c'est moi qui les avais. Donc voilà, donc on a tout un tas d'insights ou d'enseignements que l'on peut tirer, c'est-à-dire on a la distribution sur chaque point de vente, du nombre de passages de la fréquentation par tranche horaire, enfin on a tout un tas d'insights qui vont rentrer en ligne de compte pour pouvoir voir la fréquentation sur la zone de chalandise, etc. et de voir un petit peu à quel moment il est le plus optimum de diffuser ces messages, avec un système d'analyse, etc. Une autre logique, où encore une fois on est dans une logique cette fois-ci d'audience planning, c'est avec un de nos partenaires, c'est Universal Music Group qui vient de lancer une offre qui s'appelle Louder. La particularité d'Universal Music Group, c'est d'avoir une audience énorme au niveau mondial grâce aux talents des artistes, etc. Sur ce qui est le plus consommé généralement comme contenu sur le digital et sur le numérique, c'est la musique. Et UMG est le leader mondial de ce sujet-là, et il touche par mois un peu plus de 100 millions de personnes régulièrement. Or, ce n'est pas un média. Au sens propre, il n'y a pas un site où vous allez consommer Universal Music Group. Donc on n'est pas ils génèrent une énorme audience, d'énormes points de contact avec leurs artistes dans toutes sortes de catégories, que ce soit la musique classique, le jazz, le pop. On pense tout de suite à Beyoncé quand on pense à ces tops artistes, mais en fait c'est beaucoup de thématiques qui sont segmentées en termes de contacts, etc. Pour HP, leur logique, c'était justement de créer des expériences uniques de marques, dont c'est le métier. Ils ont une entité qui s'appelle Universal Music Group, Music and Brands, qui est capable de créer des expériences uniques, on va appeler ça de branding, vraiment ce que vous pouvez trouver nulle part ailleurs. Dans le cas d'HP, ça a été le cas pour le lancement d'un certain type de produit qui était dédié à une cible jeune.
Et le but, c'était de se dire, en fait, finalement, j'ai une audience qui est extrêmement diffuse, éparpillée sur le web, parce qu'elle est aussi bien sur Facebook que sur YouTube, sur des sites d'artistes, et mon contenu circule partout. Mais comment je peux engager une audience pour HP sur le digital? Et dans cette logique-là, en fait, il y a des thématiques, ils créent des thématiques suivant les artistes, donc ils créent des audiences, mais il n'y a pas de site sur lequel vous allez. Donc vous n'êtes pas dans une logique de média planning, vous êtes dans une logique de je veux toucher cette cible parce que la musique sait attirer la cible qui m'intéresse, je veux leur diffuser un message qui peut être, qui est souvent un plan média avec, dans une logique plan média, c'est-à-dire je veux créer une expérience pour créer de l'engagement, puis ensuite je veux pouvoir leur parler de mon produit, etc. etc. Et ces opérations-là durent généralement plusieurs mois. On va avoir différents segments d'audience que l'on va toucher. Derrière ces concepts, il y a nos technologies. Et on va rentrer en fait sur des logiques où ensuite on va targeter sur ce qu'on appelle l'open web, c'est-à-dire au sens on va toucher les personnes dans des formats que la marque aura décidé de diffuser, sa prise de parole, ça peut être de la vidéo, du native advertising, ça peut être des habillages du homepage, ou ça peut être des formats rich media, que ce soit sur mobile, sur tablette ou sur desktop. Et ces personnes-là, on va essayer de les toucher dans un contexte, mais on ne va pas se dire je veux uniquement les toucher sur tel site, tel site, tel site. Ce que je veux, c'est toucher ces gens-là parce que entre la marque et le contenu qui est créé par UMG, il y a un lien et je veux rentrer en discussion avec ces gens-là. Or, on est totalement dans une logique d'audience planning, à partir d'un contenu qui est totalement média. Et l'objectif d'HP, c'est d'engager cette audience-là, mais surtout derrière, de générer des leads. Donc il y a vraiment une logique de travail du tunnel de conversion d'une audience, c'est-à-dire de faire descendre des audiences une fois qu'on les a circonvenues, d'ensuite de répéter les messages pour aller de plus en plus vers un acte qui va être un acte de business pour HP. Alors là, on avait l'exemple autour de l'univers de la musique. Antoine, toi, on pourrait prendre le cas sur l'univers un peu du tourisme. C'est qu'il y a un discours quand même peut-être qui doit te parler, le discours de Frédéric. Oui, tout à fait. Après, non, je pense que... on m'entend là? Ouais. Pour nous, l'enjeu, il est parce que là, on est avec un panel qui est très, très digital. Moi, je viens... personnellement, je viens du digital, mais on est dans un groupe qui a quand même une grosse présence offline. L'enjeu pour nous, c'est de se reposer la question de cette présence offline, comment est-ce qu'elle peut vivre par rapport à ces logiques de segmentation et ensuite héroïste. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est revenir à un média mix qui est très simple, à savoir télé, qui est quasiment le seul média qu'on peut mesurer aujourd'hui en termes d'impact sur le digital, où on peut aller, grâce à des solutions comme Olimetrix, dire un point de GRP sur telle chaîne à telle heure, ça nous rapporte tant de trafic, et après on a des scénarios de tracking, de retargeting pour aller travailler cette audience sur ces fameux 40 jours. Donc je dis pas qu'on a totalement arrêté les autres médias, je n'ai pas toujours gain de cause. Il faut voir que depuis 10 ans, à chaque fois qu'il y a un plan radio, il y a écrit que le plan radio a ramené je sais pas combien de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc moi je m'en interroge, on me dit va voir le contrôle de gestion. Effectivement, c'est ce qui a remonté au contrôle de gestion. On ne sait pas trop comment ça a été fait, mais voilà, du coup, c'est un peu l'historique qui prime. Mais on revient donc vraiment à un média mix très simple. D'un côté, la télé pour adresser des messages de marque, parce que dans branding, il y a le mot marque. Donc, c'est quelle est la promesse de la marque, quelle est sa mission pour les consommateurs. Et puis, on la complète avec, dans l'autre partie du mix, une stratégie digitale de segmentation. Comment est-ce que je vais travailler mes cibles? C'est ce que tu disais, comment est-ce que je vais travailler mes cibles avec des messages très spécifiques. Et donc là, on fait ce qu'on appelle des activations digitales avec au centre des contenus. Mais on est confronté à un gros problème qui est que il faut qu'on fasse des contenus que les gens ont envie de regarder. Hein. Et le problème, c'est que sur le web, les gens ils regardent des contenus qui sont un peu loin de nos marques. Finalement, qu'est-ce qu'ils aiment les gens sur Internet? C'est souvent les petits chatons, par exemple. Hein. Et donc c'est très compliqué pour un marketeur de se dire comment est-ce que je peux parler des petits chatons alors que moi je suis là pour vendre Center Parcs. Et ben en fait on peut toujours trouver une solution. On s'est rendu compte avec mes collègues qui sont plus dans la salle qu'on va ouvrir un Center Parcs à Bourgoin qui va y avoir des animaux qu'on rapatrie du tournage d'un film de Jacques Perrin qui va sortir. C'est le réalisateur de Microcosmos, Océan, tout ça. Et qu'en fait ces animaux ils sont en train de naître là. Donc c'est des bébés blaireaux, des bébés renards, des bébés lapins, des bébés sangliers, des bébés oies. Et donc, ça me fait marrer parce que j'ai un retour d'écran, je vois qu'on parle de ROI aujourd'hui et je suis en train de parler de petits chatons, mais très sérieusement, on va faire ces films avec les bébés renards, les bébés lapins.
Et on va montrer les premiers jours de naissance. Puis après, on a tout un discours philosophique de Jacques Perrin, le réalisateur, qui explique comment ces animaux sont imprégnés dans notre parc, etc. etc. D'accord ? Et ça, c'est notre hameçon. D'accord ? C'est ça qui intéresse les gens, c'est ça qu'on va leur montrer. Ils viennent chez nous, ils disent tiens, effectivement, il y a un nouveau parc. C'est le parc avec des animaux en immersion avec la nature et ils en apprennent plus. Mais c'est comme ça qu'on les fait rentrer dans notre monde. Donc moi, je fais une campagne, je dépense 50 000 € pour créer ces contenus. Hein, j'ai un maillage de plein de gens qui sont prêts à faire des films parce que les animaux ils sont dans toute la France et on ne contrôle pas forcément quand est-ce qu'ils vont naître. Après derrière, j'explique, je fais le lien avec mon produit. Hein, je parle des petits chatons ou des petits renards, mais je suis comme là pour parler de mon produit. Donc j'explique le concept du produit, que les animaux sont intégrés, qu'on peut vivre en immersion avec eux, etc. Et derrière, donc j'ai 50 000 € de contenu et j'ai 500 000 € de médias par pays pour que ces gens voient ces contenus et encore plus pour qu'ils viennent sur mon site voir quelle histoire je raconte autour de ces animaux. D'accord ? Et donc c'est comme ça que je reviens sur une approche héroïste. J'ai fait pour 500 000 €, mettons, hein, parce que moi j'achète mes contacts chers parce que je veux qu'ils restent au moins 30 secondes sur mon site. Donc mettons 500 000 visiteurs sur mon site, d'accord ? Mais hyper qualifiés. Et derrière que je recible, l'histoire d'après, je leur raconte une autre histoire. Et au bout de la 4e histoire, je leur fais une offre de prix. Mais ça arrive au bout de la 4e histoire. Et dans les 5 jours, théoriquement, précédant un acte d'achat. Donc ça nécessite à la fois de repenser en synthèse l'approche qu'on a du offline pour se dire comment est-ce que je peux le mesurer, ces différents leviers que j'ai en offline sur mon digital. Et dans le digital, ça nécessite d'être customer-centric, de partir de l'usage. J'ai plein d'autres exemples qui sont un peu moins fous que les petits chatons, mais le challenge, là encore, il est en interne. Vous présentez votre dispositif, normalement c'est des campagnes de display avec des offres et des banners et des vidéos produits. Et là vous dites bah non, on va faire des bébés animaux. Ils vous regardent comme des fous et ils vous ont dit non mais on est là pour faire du business. On a 40 millions d'euros de chiffre à faire sur le Center Parcs de Beauredin. Donc est-ce qu'on va le faire avec les petits renards ? Oui, parce que les petits renards et les petits blaireaux, c'est ça qui va nous attirer du monde 40 jours avant l'achat. Et on va pouvoir le mesurer. On saura que sur les 50 000 ventes qu'on a fait, d'accord, il y en a 13 000 qui ont été exposés à ces contenus dans les jours précédant l'achat. Et comme on s'est tous mis d'accord pour dire que ces 13 000 personnes qui ont été exposées à ces contenus, ça vaut 25% de la vente, et ben au final, on a une équation avec des euros. On dit, bon là, je suis pas très fort en maths, mais grosso modo 13 000 fois 25% fois le budget que ça a coûté, etc. Et je me suis attribué la vente sur ces 25% de 13 000. Et donc, je sais exactement combien ça m'a rapporté. Donc, ça y est, ton directeur financier est convaincu de l'investissement sur les petits chatons ? Tout à fait. Alors, donc, au final, c'est des petits blaireaux et des petits renards, mais tout à fait. Maintenant, ça commence à rentrer. Les petits chatons aussi, il faudra les rajouter quand même. Je peux poser une question ? Oui. Et aujourd'hui, quels outils tu utilises justement pour piloter ça ? Parce qu'on n'est plus du tout dans une logique last click primaire. Alors aujourd'hui, il y a des outils. Je ne veux pas faire de la pub pour les solutions qui sont. Non, on n'est pas là pour faire de la pub. On n'a pas d'action dans les boîtes. C'est juste plus que les outils. C'est ce que disait Jean-Luc au départ tout à l'heure. C'est les hommes. Chez Pierre et Vacances Center Parcs, il y a une équipe vraiment de brutes sur ces sujets et qui font une grosse partie en interne parce que la valeur, elle peut être dans les outils, d'accord ? Mais elle est vraiment dans la discussion que tu vas avoir avec tes collègues, les fameux donneurs d'ordre, les fameux gens qui portent des budgets médias. Elle va être dans la façon dont tu conçois ces dispositifs et dont tu te mets d'accord sur la valeur que ça va avoir. Parce que t'imagines, si on se met tous d'accord, on va présenter ça au COMEX et ils disent mais attendez, les petits chatons, ça vaut pas 25% de la vente, c'est n'importe quoi. Bah faut tout refaire. D'accord ? Donc la valeur, elle est dans la nouvelle parce qu'on parle souvent de ROI et de KPIs, mais le problème c'est quelle valeur on donne à chacun des KPIs et tout le travail à faire il est là-dessus. Donc on a effectivement des outils parce qu'on va pas réinventer la roue en interne, mais 90% du temps passé il est à mettre d'accord et à se mettre d'accord sur ce que ça peut valoir et dans une approche hyper itérative. Alors justement, toi aussi, Fabien, tu as 2 cas à nous présenter qui vont au-delà sur de la créativité avec de la performance sur Oasis et CTLM. Si vous pouvez lancer la présentation et que nous présente un peu le dispositif que vous avez mis en place sur Le Bon Coin. Oui, je vais surtout rejoindre Antoine et Frédéric et surtout Antoine dans ses propos. Le branding, ce n'est pas sale. Ton digital change. Et par conséquent, l'expression de la performance ne s'exprime pas uniquement dans le fait de faire du lead, de la conversion. C'est vraiment le syndrome un peu Criteo où certains annonceurs vont dire bah, maintenant je fais que du Criteo.
ou le phénomène Budweiser, où on pense que ce n'est que le vendeur dans le stade qui fait la vente, alors qu'on a entendu une publicité à la radio, on a vu de la télé, on a vu du digital, bref. L'important, c'est que ces deux marques-là, qui sont quand même dans deux univers différents, et qui de prime abord, surtout pour Oasis, semblent par rapport à ce type de communication ne pas être intéressés par le ROI, c'est typiquement une des sociétés qui est le plus attachée au ROI. Parce qu'il faut en vendre des litres d'Oasis. Donc en fait, donc l'effet papillon, tout simplement, ça permet à ce genre de marque de respecter les étapes stratégiques de la vie de leur marque et de leurs produits sous-jacents. C'est tout simplement que pour faire du ROI, pour faire de la performance, il ne faut pas oublier qu'il y a un élément important. Vous avez beau vous appeler Oasis, si personne ne connaît l'Oasis papaye, finalement, vous n'allez pas en vendre. Donc c'est le même principe que les chatons ou les renards. Il faut créer l'envie, il faut créer l'adhésion sur la valeur que véhicule la marque. Bref, il faut créer l'attachement entre le consommateur et la marque. Et ça, c'est le premier élément essentiel pour faire de la conversion. Par conséquent, Oasis a eu cette très bonne idée et on était très heureux d'avoir des petites annonces de la pomme et la fraise et l'orange qui recherchaient des colocatrices sympathiques pour partager leur appartement dans le cadre donc, de tous ces brand content de l'effet papillon qui étaient absolument canon. Et cet LM qui est pareil sur, je vais vous montrer, voilà, qui est sur la même stratégie, qui est vraiment de développer le brand content pour créer une adhésion avec la marque, sachant qu'il y a quand même des objectifs très forts en termes de performance derrière. C'est permis donc de vendre les habits des sosies au travers de petites annonces avec de l'insertion de vidéos. Bref, on était extrêmement content d'avoir du brand content sur un site qui était beaucoup plutôt désigné comme vecteur de performance pur au niveau publicitaire. Et en conclusion, ça ne sert qu'une seule chose. Et ce qui est rassurant, c'est que les annonceurs ont toujours conscience que le branding est un élément essentiel du parcours consommateur et donc du parcours de la conversion. Voilà ce qu'exposent ces deux cas qui sont. Du coup, est-ce que vous aviez quand même sur ces deux opérations mis des indicateurs derrière oui. sur la campagne? Oui, ça on en a eu. On a eu des indicateurs. On avait des KPI à fournir, à alimenter, pardon. Qui du coup étaient différents de KPI plus traditionnels de transformation En fait, le truc, c'est que les KPI ne changent pas. C'est comme quand on parle de data où on a l'impression que c'est une révolution. Mais la data a toujours été une problématique, a toujours été des notions importantes dans la gestion ou de la gouvernance d'une entreprise. Le CRM est le premier terrain de la data. Comme les KPI de performance restent les mêmes, c'est la manière dont on traite la performance. Et Antoine le disait, s'il devait être attaché à des indicateurs classiques, classiques, finalement, il ne pourrait pas faire ce genre d'opération. Mais par contre, in fine, ce qu'on mesurait ces deux acteurs-là, c'est combien ça a généré en off et en online, in fine. Et c'est ça l'important. Après, ce qui va varier tout au long c'est le cycle de la marque et donc des KPI qui sont intermédiaires. Et ça, on est en pleine révolution et ça bouge tous les jours. Frédéric, est-ce que tu souhaites rebondir ? Oui, je pense on sait que sur Le Bon Coin, il y a une forte dimension mise à disposition de data assez riche sur ce que font les audiences. Et pour faire le point un peu sur ça, c'est qu'en fait on est un peu dans une logique finalement de la vidéo et des photos et peu importe les formats, que ce soit, on est aujourd'hui dans une logique un peu et c'est encore un terme d'un autre client qui disait en fait je veux faire du display CRM. Je veux faire que ce soit du branding, du haut de tunnel ou du bas de tunnel, que ce soit un habillage ou du pré-roll vidéo ou
ce que je veux faire, c'est du display CRM, ou du display CRM, PRM, c'est-à-dire Customer, pour mes clients, mes types de clients, ou mes types de cibles de clients qui, a priori, sont mes cibles, mais aussi mes prospects. Et je rentre dans une logique justement de scénarisation, combinant data, format, prise de parole, et aussi dans l'espace et dans le temps. Dans l'exemple du mobile, mais aussi dans le temps. Par exemple, les temps de parole forts sont l'été pour Pierre et Vacances. Et je crois que ça, à mon sens... Alors, quand on regarde le truc, on se dit... Je viens de prendre programmatique dans la tête pendant 2 ans. Je m'aperçois que ça change tout le temps. On parle de... Mais en fait, c'est la stratégie des petits pas. Je pense que la plupart ça se fait pas en un jour. C'est la stratégie des petits pas. C'est-à-dire de commencer à se dire, je fais un état des lieux. Enfin, je pense que c'est ce que expliquait Antoine il y a 1 an et demi, de faire un peu se dire bon, on doit un peu changer, profitons de la crise, parce que toutes les marques auxquelles on parle, on sait tous qu'on est sur une économie occidentale à croissance quasi zéro, ce qui veut dire que les marques ont des niveaux de consommation quasi zéro, des parts de marché quasi... si on prend la croissance du marché automobile, il s'est vendu l'année dernière quelque chose comme 1 400 000 véhicules neufs. On ne parle quand même pas d'un marché gigantesque sur l'automobile. Et donc c'est l'occasion un peu de se dire il va falloir être un peu plus finaux. Le marketing, ça devient en fait un instrument financier. Mais à la fois, il faut préserver la marque. Dans l'exemple de Pierre Vacances, qui est typiquement une activité business où le ROI est très très fort entre les investissements des villages et puis la prise de parole en communication. Donc de se dire, il faut être un peu plus finaux, un peu mieux équipés, humainement et outillés. Ça, c'est mon sort. Un dernier point, on a parlé de Criteo, on a peut-être tapé, s'ils ne sont pas dans la salle, tant pis, mais moi je suis très cocardier. Je trouve que je travaille pour une boîte américaine et je trouve ça génial que la plus performante financièrement à tech mondialement au Nasdaq, c'est Criteo. Après, je dirais, il y a un monde après Criteo, quoi. On est au royaume de Criteo en France, il y a un monde après le post-click, il y a un monde après retargeté. Et il faut sortir de ça parce que les audiences que l'on touche, elles sont partout. Et il faut un peu les surconvenir et avoir une logique justement un peu display CRM, display PRM. Très bien. Merci beaucoup Frédéric pour cette conclusion et pour ces échanges.